l'exportation est importante. Il y a d'autres méthodes, effectivement. Il y a aussi des contingentements, mais ça, c'est classique. Et puis, ça peut nous exposer à des mesures de rétorsion. Alors que là, comme c'est quelque chose qui s'applique aux entreprises et pas aux pays, personne ne peut trouver ça illégal ou embêtant. Voilà donc le protectionnisme qui, si il est fait de façon intelligente, peut permettre à la balance commerciale, au sort commercial, d'être équilibré d'ici 2 ou 3 ans. Alors, je vous précise quand même que ces idées ne sont pas issues de mon seul cerveau devenu un peu sénile. Il y a 30 ans, un certain Maurice Allais, qui est mort depuis, prix Nobel d'économie, avait déjà déclaré qu'il fallait revenir au principe de la charte de La Havane. La charte de La Havane, c'est quelque chose qui a été évoqué en 1944 et 1945 et qui avait pour but que l'ensemble des pays se développent de façon harmonieuse. Même les États-Unis avaient signé cette charte en 1946, mais elle n'a pas été co-signée puisqu'il y a eu un changement de président à ce moment-là, et elle n'a jamais été appliquée. Du coup, les échanges internationaux n'ont plus respecté cela, et à partir de, je crois, 1985, l'OMC a été créée, et l'OMC a pour but de tout libéraliser, donc de ne mettre aucune contrainte sur rien du tout. Pour l'instant, en fait, la Chine, en 2001, a commencé à intégrer cette organisation avec un statut particulier. C'est-à-dire que le statut particulier, c'est que tout le monde doit être libéral vis-à-vis de la Chine, mais la Chine peut faire ce qu'elle veut. On a vu le résultat, hein, c'est pas extrêmement efficace, mais c'est la deuxième contrainte, en dehors des problèmes de financement, c'est cette OMC, cette ultra... ce que même Allais appelait, alors je sais qu'un certain nombre de personnes ici n'aiment pas trop le jargon gaullien, mais Maurice Allais a parlé même de chienlit laisser-fairisme pour dire que vraiment ce libre-échange était de la merde. Et conduisait finalement au fait que certains pays ne pourraient pas s'en sortir. Un échange entre pays de même niveau a un sens, des échanges entre des pays de niveaux différents n'a aucun sens. C'est ce que disent de grands économistes comme Maurice Allais, comme d'autres aussi. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, à l'euro. Il y a quelques jours, et d'ailleurs vous le voyez dans ce tract, on a considéré que Marine Le Pen changeait un peu d'avis sur l'euro. Il n'en est rien. Qu'est-ce que pense Marine et qu'est-ce que pensent ses conseillers économiques, dont je m'honore de faire partie, puisque c'est le seul titre qui m'intéresse et qu'on n'a pas dit ici, mais peut-être par pudeur politique, hein, puisque c'est pas une réunion politique, c'est une réunion économique. Donc je parle en tant qu'expert, entre guillemets, et pas en tant que politique, que je ne suis pas d'ailleurs. Je suis un conseiller lambda, je ne fais pas de politique, hein, pas beaucoup. Donc, je vais en faire, il paraît que je vais en faire. Déjà, le 6 mai au soir, je serai ravi du résultat, parce que Marine sera élue, après on verra. Donc, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. C'est des parenthèses que j'ouvre et que je... Oui, l'euro. Merci Robert, heureusement que tu suis. Et il en faut. C'est mon mandataire financier, donc je me méfie, hein. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Ça parlait comme un politique, c'est dommage. C'est vrai. Donc je vais rester au niveau technique. Nous pensons, donc Marine pense, et nous sommes d'accord avec elle, sur le fait que l'euro, contrairement à ce qu'aurait pu être pensé ou espéré, n'est pas une chance pour la France, ni une chance pour l'Europe. Alors, on sait pas, je ne vais pas faire de politique, donc je ne sais pas pourquoi les gens qui ont créé l'euro l'ont fait. Certains disent que c'est pour des raisons techniques, d'autres pour des raisons idéologiques, d'autres pour des raisons politiques, peu importe. On s'aperçoit que cette expérience est mauvaise. Pourquoi? Alors, les raisons techniques sont assez simples. 11 pays ont commencé
à rentrer dans l'eurozone en 1999, et juste qu'au moment où l'euro est devenu monnaie unique, mais utilisable par tous, donc fin 2001, la Grèce est rentrée dans cette zone euro. Ça a fait donc 11 plus 1, ça fait 12 pays. 12 pays au 1er janvier 2002. Ce sont des pays très différents. On a fait rentrer les différentes monnaies dans cette euro unique en prenant des parités particulières. Par exemple, pour le franc Pinet, le franc 1999, on a pris 6,56. 1 euro valant 6,56. Pour le mark, je crois qu'un euro valait 2 marks, enfin peu importe. Disons que déjà, le mark était déjà un peu sous-évalué. Il aurait dû être, 1 euro aurait dû valoir 1 mark 90 et pas 2 marks. C'est peut-être pas grand-chose, mais disons qu'il y avait déjà une sous-appréciation du mark, une appréciation à peu près normale du franc et des appréciations d'autres monnaies. Qu'est-ce qu'on espérait? On espérait en fait que, avec ces monnaies qui disparaissaient devant la monnaie unique, eh bien, c'est un peu comme l'exemple de, vous avez un lotissement où vous avez 11 ou 12 maisons qui ont des superficies différentes, qui ont donc des commodités différentes. Il y en a qui sont orientées vers le Canigou, d'autres vers la Côte d'Hermeil, d'autres vers la maison de Marie-Thérèse, vers la Rao, etc. Bon. Et l'idée folle, c'était de dire qu'au bout d'un certain temps, le prix au mètre carré allait être identique. C'est-à-dire en fait que toutes ces maisons, bon, en tenant compte de tous les avantages, superficie ou pas, au mètre carré, c'est qu'en fait, que la parité qu'on avait décidée allait faire en sorte qu'il y ait une convergence du prix, de la valeur et donc de l'économie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, faire de la Grèce une petite Allemagne ou faire de l'Allemagne une grande Grèce. Ça ne s'est pas passé comme ça, et en dehors du noyau qu'on appelle le noyau nordique, la France étant intermédiaire, les pays du Sud, les pays de la Méditerranée, n'ont pas eu un développement de ce type. Et on commençait à diverger. Alors il y a eu effectivement des crises qu'on n'avait pas forcément prévues. Par exemple, à un moment donné, on a tout misé, en particulier en Espagne, sur l'immobilier. L'immobilier s'est effondré, et c'est une des raisons qui ont fait que l'Espagne actuellement a un taux de chômage de 22%, alors qu'officiellement en France, on en est encore moins. Heureusement, mais on peut en prendre le chemin, sauf que l'Espagne était en train de rattraper le niveau de la France, peut-être était à moins 10 ou à moins 15, vu ce qui se passe actuellement, elle risque de faire un plongeon énorme. Et on évalue ainsi le fait, si je reprends ma comparaison du prix au mètre carré, au lieu que le prix au mètre carré de chaque habitation, l'habitation allemande, l'habitation grecque, l'habitation française soit la même, on s'aperçoit qu'il y a une différence importante qui a été évaluée par le groupe d'analyse Nomura. Par exemple, si on considère que l'euro vaut par rapport au dollar 1,34, l'euro germanique, l'euro allemand devrait valoir un peu plus, l'euro français devrait valoir 1,21, donc à peu près 9% de moins, que la drachme devrait valoir 60% de moins. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au niveau de la dette publique, etc. Donc en fait, au lieu d'avoir une convergence de la compétitivité économique et de faire en sorte que des pays soient différents, mais aient le même niveau de vie, de compétitivité économique, avec chacun leur spécificité. Bien sûr, l'huile d'olive pousse, l'olivier pousse plus en Grèce qu'en Allemagne. Hein, le tourisme, on va plus facilement voir, peut-être à tort, les îles grecques que la forêt noire, peu importe. Disons qu'il y a des avantages particuliers, mais que globalement, ça devait avoir une convergence économique, ce qui n'est pas le cas. Actuellement, il y a 3 séries de pays. Il y a les pays, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et l'Autriche qui s'en sortent pas mal. Il y a les pays comme la Grèce et le Portugal qui ne vont pas très bien.
l'Espagne va guère mieux, l'Italie un peu mieux, la France est intermédiaire, etc. Et donc en fait, rester dans cet euro nous semble être un carcan impossible. Alors, pourquoi diable on ne reste pas sur cette ligne? On reste sur cette ligne, mais on regarde un peu ce qui s'est passé. Il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, en Grèce, il y a eu, même si c'était un peu un effet de manche, une tentative de faire un référendum en Grèce à propos de l'euro. En 2 jours, le Premier ministre a été débarqué, ou on lui a empêché de faire ça, et on a décidé qu'il n'y aurait pas de référendum. Pourquoi? Parce que, pourtant, les Grecs, si on fait un sondage, on va constater que 60 ou 70%, 80% des Grecs veulent rester dans l'euro. Pourquoi? Parce que personne ne leur dit pourquoi, ce qui se passe. C'est un peu comme actuellement, si vous entendez Marine plus de 20 secondes parler sans être contredite, eh bien vous êtes très fort. Elle ne peut pas exposer son point de vue, et ce qui est assez technique. Hein. Moi, si j'avais besoin d'exposer ça, j'aurais déjà besoin d'un quart d'heure. Donc, face à des spectateurs qui ne sont pas forcément convaincus, c'est extrêmement difficile. Donc, une des raisons de faire un référendum, c'est pour pouvoir exposer pendant 3 ou 4 mois les raisons exactes de ce changement. Et puis, il y a le deuxième point, c'est que de toute façon, Marine a toujours dit que sur les problèmes importants, elle s'adresserait aux Français par référendum. On considère que le problème de la monnaie est un problème suffisamment important pour demander aux Français ce qu'ils en pensent. Donc voilà les raisons qui font que cet euro, que nous pensons toujours être un carcan, fera partie d'une question posée au référendum. Puis il y a 2 autres façons, il y a 2 autres raisons qui font qu'on repose ce problème. La première raison, c'est les activités actuelles de la BCE. BCE, Banque Centrale Européenne, qui a pour mission d'émettre de la monnaie, d'émettre de la liquidité, d'émettre de la monnaie centrale quand elle en a besoin ou quand elle pense que les pays en ont besoin. Elle n'a pas le droit de prêter directement, d'après ses statuts, ses liquidités aux États. Donc elle triche effrontément, mais elle ne le fait pas. En fait, dernièrement, en décembre et fin février, elle a émis 1000 milliards de liquidités. 1020 milliards. 1020 milliards. Il y a environ 500 banques qui en ont profité. Alors, 1000 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, j'ai pas ça dans mon coffre-fort, mais pour ramener à la France, c'est comme si elle avait émis un peu 200 milliards, puisqu'en fait, la France représente 21% de la zone euro. Donc, 1000 milliards pour l'Europe, c'est comme si elle avait émis un peu plus que 200 milliards pour la France. Je vous rappelle que le 12 janvier, je me rappelle de cette date parce que c'est avec mon anniversaire, donc